Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette édition de 7 jours à Lyon, votre magazine qui décryptera pour vous ce matin, comme tous les samedis, la dernière actualité en provenance de la capitale des Gaules. Plusieurs titres de l'actualité, donc le salon des métiers qui se tient depuis jeudi dernier, qui prendra fin demain. Nous aurons donc dans ce magazine notre confrère Patrice Berger qui nous dira donc ce qui fait la particularité de cet événement cette année. Et également donc nous parlerons du salon Mahana qui se tiendra le mois prochain, mais bien avant cela, la semaine qui s'achève donc a été ponctuée par une grève du personnel donc des maisons de santé, des EHPAD. Et pour en parler ce matin, c'est Madame Katiabo qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Katiabo, vous nous recevez? Je vous reçois, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, très studieuse, dites-nous, les personnels, des personnels effectivement des maisons de santé qui sont dans la rue, que se passe-t-il? Alors effectivement, le 30 janvier dernier, la CFDT et plusieurs organisations syndicales, des directeurs, les associations de directeurs au service des personnes âgées dépendantes ont appelé à la grève. Bon, comme vous le savez, la CFDT ne lance jamais une grève à la légère et de façon systématique. Hein. C'est face à de grosses difficultés qui se sont amplifiées ces dernières années que nous nous sommes engagés dans ce mouvement. Vous parlez de difficultés concrètement. Quelles sont ces difficultés-là? De quoi s'agit-il concrètement? Alors, ces difficultés, ce sont l'épuisement généralisé des soignants dans les EHPAD, dans ces maisons de retraite, la population vieillissante nous montre que les besoins augmentent sans que les moyens et que d'organisation du travail correcte se mettent en place. Le personnel est épuisé. Il est aussi beaucoup dans la culpabilité. Dans la culpabilité parce que il a le sentiment de ne pas faire son travail correctement. Quand vous parlez d'être épuisé, ça veut dire quoi? Le volume horaire est plus grand que prévu. Qu'est-ce que c'est le travail qui est pénible? D'où vient l'épuisement? Alors l'épuisement vient de restrictions en personnel, des équipes diminuées dans leur effectif, des charges de travail. Quand on parle des restrictions, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait les maisons, les EHPAD font des économies sur le nombre de personnes engagées? C'est ça? Alors, un nouveau mode de financement s'est mis en place dans les années 2015-2016 qui a percuté de plein fouet les effectifs. Des contrats aidés ne sont plus remplacés, ont été arrêtés. Des départs en retraite ne sont plus remplacés. Et ce qui fait que les équipes sont amenuisées. On a l'impression qu'en fait, vous avez attendu si longtemps pour réagir. Et pourtant, ça fait un moment quand même, d'après nos informations, que la grogne existe, que ce malaise est présent. Pourquoi vous attendez si longtemps? Alors la CFDT alerte depuis très longtemps sur cette situation qui est intenable. Les discussions locales au sein des EHPAD, jusqu'à présent, n'ont pas abouti. Pourquoi n'ont pas abouti? Ça coince à quel niveau? Alors, ça coince parce que nous n'obtenons pas de réponse. Alors, tout le monde est à l'écoute, hein, les politiques, tout le monde est à l'écoute et a conscience de ce problème, mais on est toujours dans des histoires de budget qui font que rien ne se passe. Bien.
Nous recevons ce matin dans pour ceux et ceux qui prennent notre marche Madame Katia Bo, qui est la responsable syndicale CFDT au département du Rhône, qui nous éclaire en fait sur la grève des personnels des EHPAD qui a eu lieu mardi dernier. On vous retrouve dans quelques instants, Madame Katia Bo. Restez avec nous, nous accompagner durant tout ce magazine. On va annoncer dans un titre également, il y a le salon Mahana qui se tient depuis plusieurs années en France, dans la capitale des Gaules. Ce matin, nous sommes avec la directrice de ce salon qui est là pour nous parler de l'édition 2018. Marianne Chander-Nagor, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est vrai qu'un samedi matin, c'est pas évident. Après toute la semaine que vous avez eue, on imagine. Dites-nous, en 2 phrases, le salon Mahana, c'est quoi concrètement? Alors, le salon Mahana, c'est un salon du tourisme qui permet aux voyageurs de venir trouver des idées pendant 3 jours pour trouver leurs prochaines vacances, que ce soit les vacances d'été ou même des petites idées de court séjour près de chez eux ou alors au bout du monde. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce salon cette année? Alors, la particularité cette année, c'est que le salon va mettre à l'honneur une destination de proximité puisque Auvergne-Rhône-Alpes sera cette année la destination à l'honneur sur Mahana. Cette destination n'était plus là depuis quelques temps et là revient sur un énorme espace avec plus d'une trentaine de partenaires qui représentent la région et qui vont permettre aux Lyonnais de découvrir ou redécouvrir leur région qui s'est agrandie puisque maintenant elle intègre également l'Auvergne et donc découvrir au travers de ses sites emblématiques mais aussi au travers de sa gastronomie redécouvrir sa région de proximité. Habituellement, c'est un pays qui est à l'honneur. Pourquoi cette fois-ci la région Auvergne-Rhône-Alpes et non un pays comme d'habitude? Mais en fait, d'habitude, c'est un territoire, qu'il soit international ou français. Puis cette année, on avait envie de le mettre à l'honneur puisque nos visiteurs de Mahana nous ont dit qu'ils cherchaient des idées près de chez eux. Et puis, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région agrandie depuis peu, avait aussi cette volonté d'aller se présenter à nouveau auprès de son voyageur de proximité, puisque l'un des principaux voyageurs d'Auvergne-Rhône-Alpes est l'habitant de la région lui-même. Donc, on avait ces objectifs partagés et c'était vraiment demandé par nos visiteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité le mettre en avant, aux côtés, bien sûr, des autres destinations du salon en France, mais bien sûr toujours de territoires internationaux qui sont aussi présents sur Mahana. Quels sont les pays qui seront présents aussi, outre le fait qu'effectivement c'est la région qui est à l'honneur, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont présents durant ce salon-là? Oui, bien sûr, beaucoup de pays sont présents sur Mahana, aussi parce que les dessertes depuis les aéroports de Lyon sont très importantes. On a notamment l'arrivée d'un nouveau pays qui est la Chine, qui sera là pour la première fois, qui sera d'ailleurs pendant une journée du salon bien mise en lumière avec des animations. La présence importante des États-Unis, c'est le cas depuis 3 ans, mais là avec de nouveaux partenaires, de nouvelles destinations. Je peux citer par exemple Hawaï, qui sera présent sur le stand des États-Unis. Également l'arrivée de la Pologne pour ce qui est de la partie européenne. Et bien sûr, des exposants habituels de Mahana, Chypre, Malte, la Tunisie, le Maroc, la République dominicaine, Cuba, les Bahamas, beaucoup de destinations sur les différents continents pour trouver des idées pour ces vacances. Des idées pour ces vacances, donc pour ceux qui sont là à nous, nous recevons ce matin également Marianne Chander-Nagor qui est la directrice du salon Mahana. Il se tiendra à quelle date cette année-ci? Alors le salon Mahana se tiendra tout début mars puisque nous sommes ouverts du 2 au 4 mars à la halle Tony Garnier et le salon est ouvert de 10h à 18h pendant les 3 jours. Le salon est ouvert à qui précisément? Quelle cible attendez-vous? Le salon est ouvert à toute personne qui cherche des idées vacances, donc on est vraiment très largement ouvert à tous les publics. C'est vrai qu'on est aussi un salon qui permet d'acheter directement sur place son voyage. Vous savez qu'on a beaucoup de nos voyageurs qui viennent réserver sur place, donc il s'adresse aussi à un voyageur qui est dès aujourd'hui un projet déjà très précis de son départ. Il peut le réserver, l'acheter auprès des agences de voyage présentes sur le salon, qui sont vraiment des agences de qualité, agences régionales ou nationales, tour opérateurs également, qui vont les conseiller et leur proposer dans le cadre du salon d'ailleurs, pendant les 3 jours souvent des remises spécifiques au salon, donc un petit pourcentage de moins qui est quand même fort agréable quand on réserve sur place. En pendant cette émission, certains m'ont dit que les voyages avec Mahana, c'est pas évident sur le point de vue économique. Est-ce que c'est le cas? Le fait de pouvoir s'acheter un voyage sur Mahana?
Oui. Si, c'est tout à fait possible. Je dirais que le voyage, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Tout dépend du voyage qu'on a envie de faire. On peut trouver des voyages en camping sur Mahana. On peut trouver des séjours plus lointains. On a parlé des Bahamas, Hawaï, qui effectivement s'adressent à des budgets un petit peu plus conséquents. Mais on peut vraiment trouver toutes sortes de prix sur Mahana. Partir en club, comme partir plutôt sur un voyage beaucoup plus sur mesure. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on a même lancé depuis 2 ans un service très spécifique de voyage sur mesure. Nos voyageurs, en réservant en amont, peuvent rencontrer une conseillère voyage qui, pendant une demi-heure, va leur accorder du temps gratuitement pour préparer avec eux vraiment le voyage. Pour ceux qui ne sont jamais venus à ce salon, pourquoi venir au salon et non à un autre événement pour cette année-ci? Je pense qu'il faut venir sur Mahana parce que finalement, en visitant ne serait-ce que 3 heures, en prenant 3 heures sur son week-end, on va gagner beaucoup de temps pour la préparation de son voyage. On va être inspiré de beaucoup de choses. On va découvrir des destinations auxquelles on n'aurait pas pensé. On va découvrir la croisière, on va découvrir le camping. On n'y avait peut-être pas pensé. Donc, c'est une vraie source d'inspiration. Et en peu de temps, finalement, on va presque avoir bouclé son voyage. On va même pouvoir l'acheter. Donc, c'est un vrai gain de temps et c'est un bon moment. On va lancer un titre également, se tient depuis jeudi dernier et ce jusqu'à demain, le Salon des métiers ici à Lyon. Pour en parler ce matin, Patrice Berger est en lien avec nous. Bonjour Patrice. Bonjour Noël, bonjour. Déjà réveillé? Ah voilà, je suis bien content de parler de ça parce que ce mondial des métiers, tu sais depuis combien d'années il existe? Non. Ça fait 22 ans, c'est toute une génération ça. Et donc les tout premiers qui sont venus à ce mondial des métiers, donc il y a 22 ans, et bien aujourd'hui, ils travaillent, ils sont soit employés, soit certains ont monté aussi leur boutique. Et c'est le salon des métiers. C'est un salon où les jeunes d'aujourd'hui qui sont en lycée professionnel, qui sont en train d'apprendre ces métiers, qui sont en train d'apprendre les métiers du bâtiment, les métiers de la nourriture ou bien la métallurgie, eh bien ils viennent tous de toute la région Rhône-Alpes. De toute la région, donc, justement, Patrice, la question, vous allez la poser, quels sont les métiers qui sont les plus en vue cette année au Salon des métiers? Eh bien, il y a quelques métiers nouveaux. Il y a de plus en plus de métiers de l'informatique qui deviennent de plus en plus importants, mais c'est aussi comment est-ce que quand on est dans le bâtiment, comment est-ce que on est dans la nourriture, dans la distribution, eh bien comment on utilise de plus en plus maintenant justement tous ces métiers de l'informatique qui changent la façon de travailler des uns et des autres. Alors pas toujours en mieux d'ailleurs, il y a aussi des évolutions dans les métiers, dans la circulation, mais tout ça change quand même beaucoup pour tout le monde. Et ce qui est très intéressant dans ce mondial des métiers, c'est que eh bien on voit bien comment à la fois les patrons et les salariés bien modifient leur façon de travailler. Et on le voit d'une année sur l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça a été créé, on discute toujours avec le premier directeur, les premiers qui se sont occupés de ce mondial il y a maintenant 20 ans, eh bien, ils nous disent comment beaucoup de choses ont évolué dans à peu près tous les métiers. Concrètement, donc, Patrice, pardon de te couper, pratiquement, qu'est-ce qui a évolué de manière concrète? Eh bien, d'abord, dans la manière de pratiquer, qu'on soit tapissier, ou bien qu'on soit du côté des automobiles, ou bien qu'on soit du côté, par exemple, de la construction de maisons, eh bien, il y a des tas d'évolutions qui se sont faites dans la manière de travailler. Et puis, alors après, quand on est dans la distribution, il y a aussi des gens qui viennent un petit peu d'Auchan, de Carrefour, et qui sont aussi présents dans ce mondial des métiers. Il y a des choses qui ont changé. On le voit tous les jours quand on va acheter ses courses, et on voit bien qu'il y a des modifications aussi importantes. Donc un petit peu partout, il y a des modifications. Donc ça, on le voit très très bien quand on est là. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez par exemple dans le domaine du bâtiment, il y a des jeunes qui construisent une maison, il y a des jeunes qui créent une piscine ou bien qui montrent comment, dans les travaux publics, par exemple, eh bien, les choses ont évolué aujourd'hui. Et alors, tous les jeunes qui viennent, ce sont des collégiens, des lycéens qui viennent déjà le jeudi et le vendredi. Ils viennent en quart entier de toute la région Rhône-Alpes. Eh bien, ils rencontrent leurs collègues qui sont déjà en lycée professionnel et qui apprennent, eh bien, à construire une route, à construire, c'est une chose qui se développe beaucoup, à construire aussi d'un point de vue
du point de vue de l'environnement, à construire des formes nouvelles d'environnement intéressant. D'accord. Voilà, donc Patrice, on voit un petit peu tout ça. Ils se rencontrent, ils parlent entre eux. Dites-nous, depuis jeudi que le salon a ouvert, visiblement, qui sont ceux qui sont le plus présents en termes de tranche d'âge? Eh ben, le jeudi et le vendredi, donc hier et avant-hier, eh bien, ce sont des jeunes qui viennent de partout. Nous, on y va pour montrer le métier du journalisme. C'est le travail que nous faisons les radios associatives, et on leur parle, justement, de comment on peut commencer ce métier. Que c'est pas facile, en effet, qu'il y a pas forcément énormément de débouchés, mais on dit à tous ces jeunes qui viennent. Et alors hier et avant-hier, j'ai rencontré des jeunes qui venaient de Villefranche, des jeunes de Valence, des jeunes qui viennent d'Annonay, un petit peu partout, d'Aubenas, et un petit peu partout en région, ils viennent avec leurs professeurs et ils ont bien préparé leur affaire, ils ont des tas de documents, il faut répondre aux questions qu'ils ont préparées avec leurs enseignants, et ils sont 150 000 à venir sur ce mondial des métiers chaque année. Et quand on en voit quelques-uns, on voit qu'ils ont appris des choses. On les voit se balader, alors ils préparent leur déjeuner pour midi, mais ils ont très envie d'apprendre beaucoup de choses. Bien, Patrice, c'est vrai que vous êtes sur le stand de Radio Pluriel où vous présentez les métiers de l'information. À l'observation, quels sont les stands qui semblent les plus visités, les plus attirer le plus de monde? Alors, il y a deux choses. On y fait de la radio, donc il faut leur parler à la fois de l'aspect technique des choses. Nous avons des jeunes comme notre ami Arnaud, par exemple, qui travaille aussi beaucoup avec Radio Pluriel, qui leur montre un petit peu comment l'ingénieur du son travaille. Et puis après, il y a les journalistes, donc on est quelques-uns, Jean-Philippe, Jean-Luc, Catherine. On est là pour leur montrer aussi comment on peut, tout en étant bénévole, ce qui est notre travail souvent à Radio Pluriel, on peut poser des bonnes questions aux personnes qui ont vraiment des choses à dire au notre public. Voilà, on leur explique tout ça et on leur dit que s'ils veulent en faire leur métier, il y a un certain nombre de bonnes écoles à Lille, à Paris, à Strasbourg, dans lesquelles les jeunes peuvent demander, alors pour passer des concours. On leur montre aussi que c'est difficile, qu'il y a tout un gros travail à faire au collège et au lycée, mais on leur explique comment rentrer dans ce métier. Bien, voilà. Patrice, alors pour ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment, nous sommes en direct avec Patrice Berger, notre confrère qui est depuis le salon des métiers, c'est bien, à Eurexpo cette année. Voilà, faut venir encore. Quels sont les horaires d'ouverture? Voilà, alors c'est ouvert maintenant, ça ouvre à 9h et jusqu'à 17h, c'est encore vrai pour demain. Alors ce qui est important, c'est que tous les enfants sont venus, ils sont très très nombreux, je disais 150 000 au total, et puis il faut venir encore avec les enfants, mais aussi les adultes, parce que en effet, changer de métier aujourd'hui, c'est très très important. La formation, c'est quelque chose d'important qui est bien sûr souligné par les gouvernements successifs, c'est essentiel, parce qu'il y a besoin en effet d'avoir des nouvelles progressions, chacun dans son boulot. Donc c'est les adultes surtout qui sont attendus aujourd'hui. Ça se passe à Eurexpo, Mondial des métiers, Eurexpo, on y va, on peut y aller soit par le tram, le T5, soit en voiture. Voilà, et c'est ouvert aujourd'hui et demain. Alors il faut payer un petit peu, mais c'est pas cher. Ça coûte combien du tout. Oh, je ne sais même pas, vous voyez, moi... pas pour vous l'exposant, je veux dire pour les visiteurs. Non, c'est bon marché, ça coûte pas cher. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Une fois de plus, bonjour pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce matin Katia Beau. Elle est la responsable CFDT, donc, du Rhône. Elle est venue ce matin nous parler du malaise qui se vit dans le personnel en fait des maisons de santé. Katia Beau, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. On vous a pas oublié? On vous a pas oublié avec nos multiples invités. Non, c'est pas le cas. Donc, pour comprendre, vous nous disiez tantôt qu'en fait, ça fait un moment que vous avez essayé en tant que syndicat et bien d'autres aussi à trouver donc un terrain d'entente pour alléger, pour faciliter, construire le travail des personnels de santé, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait et les difficultés s'amplifient de jour en jour.
Et nous nous retrouvons face à du personnel, des aides-soignantes, des infirmières, qui au départ sont fiers d'avoir choisi ce métier, sont fiers de ces fonctions, mais qu'elles peuvent plus assumer comme elles voudraient pouvoir assumer. Pour donner un exemple, je peux donner des exemples d'une journée d'une aide-soignante ou d'une infirmière dans un EHPAD. Aujourd'hui, au vu des restrictions en effectif, au vu du manque de moyens, elles ont à assurer, par exemple, 10 à 15 toilettes par jour. En plus de tous les soins basiques que demande une personne âgée, elle ne trouve plus de temps pour apporter du bien-être, de la discussion pour les personnes âgées. Alors, pour comprendre un peu, parce que quand on dit 15 toilettes par jour, approximativement, c'est-à-dire quelle est la moyenne normale en fait de toilettes que pourrait faire une aide-soignante par exemple? Déjà, une personne âgée devrait pouvoir avoir une douche chaque jour. Aujourd'hui, les douches pour les personnes âgées dans certaines EHPAD, elles se comptent une fois tous les 15 jours. Ah, pardon, attendez, excusez-moi, j'ai peur d'avoir mal compris. Vous dites qu'en principe, une personne devrait prendre une douche par jour, c'est bien cela? Il me semble, oui. Oui, normalement. 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 Voilà. On en rit, c'est pas vraiment amusant. Non, ça fait pas rire. Vous nous dites qu'il arrive qu'une personne prenne une douche une fois les 15 jours. Mais oui. Pour quelle raison? Faute de temps. Faute de temps. Quand un service de 60 résidents, 60 personnes âgées dans un EHPAD, quand les équipes soignantes tournent à 2 aides-soignantes le matin, 2 aides-soignantes l'après-midi, une infirmière le matin, une infirmière l'après-midi, le temps est compté. Il faut tout faire. Vous parlez là, vous notez le problème de sous-effectif, c'est bien cela? Bien sûr, sous-effectif. Sous-effectif. Et pourquoi on ne recrute pas suffisamment? La question est posée à nos élus. Je dois préciser que nous avons contacté plusieurs maisons, établissements hébergeant des personnes âgées. Et une a accepté d'être là ce matin, mais à la dernière minute, elle a décliné son invitation. C'est pas évident. Nous aurions aimé entendre de la bouche, de la voix d'un responsable de ces établissements-là pour nous faire comprendre un tout petit peu les difficultés auxquelles elles font face. Ça n'a pas été facile pour nous, raison pour laquelle ce matin, nous n'avons que Madame Katiabo, qui est responsable du syndicat CFDT, qui a bien voulu échanger avec nous. Dire même également que même les aides-soignantes, ce personnel-là a du mal à s'exprimer. Qu'est-ce qui peut faire cela? A du mal à s'exprimer parce que ces personnels sont dans une grande culpabilité. Pourquoi sentiraient-elles coupables? Elles se sentent coupables parce qu'elles ont le sentiment, en quittant leur journée, de ne pas avoir fait le travail correctement, de ne pas avoir donné suffisamment de temps à ces personnes âgées. Et cette culpabilité, c'est aussi parce que toutes ces personnes âgées, ce sont nos parents, nos aînés, nos proches, et que ça renvoie une image de maltraitance institutionnelle qui est insupportable psychologiquement. Katiabo, je veux comprendre. L'aide-soignante est en surcharge sur le plan de volume du travail, d'accord? Et c'est elle qui se sent coupable? C'est une personne humaine avant tout et qui n'a pas le choix d'exécuter des tâches bout à bout sans prendre le temps d'humanité, d'humanisme. Et oui, ça perturbe psychologiquement, psychiquement, ça perturbe beaucoup les personnes qui, au départ, ont choisi ce métier pour être en relation avec les personnes, pour leur apporter du bien-être, et tout devient très, très compliqué. J'avoue que c'est vraiment très compliqué à l'écoute de tout cela parce que nous avons eu en off, en préparant l'émission, pratiquement 3 aides-soignantes qui œuvrent dans les maisons pour des personnes âgées, qui ont fait des témoignages, mais aucune d'elles n'a eu le courage de venir témoigner. Ce matin, c'est ça qui rend aussi assez difficile cette question et pourtant, le malaise semble profond. Katiabo, on vous retrouve dans quelques instants. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise.
Quelques nouvelles brèves, donc, c'est l'augmentation du ticket d'été, celle qui a été validée. Son nouveau prix est à 1,90 €, dont l'augmentation du prix a été votée et validée par le Citral, étant donné que le prix du ticket à l'unité n'avait pas augmenté depuis 3 ans. Il fallait donc se douter que ce dernier allait évoluer à la hausse. Ainsi donc, les utilisateurs des transports en commun lyonnais devront bientôt débourser 10 centimes de plus. Il y a une augmentation sur le ticket. Nous l'équilibrons chaque année pour qu'elle reste raisonnable. On est obligé d'arrondir aux 10 centimes supérieurs pour suivre l'inflation, a notamment donc justifié Fouzia Bouzerda, la présidente du Citral, concernant donc le carnet de 10 tickets. Il prend 30 centimes pour atteindre les 16,90 €. Le prix des abonnements donc est également revu à la hausse de 1,7% en moyenne. Ainsi, le passe-partout coûtera 63,60 €, soit 40 centimes de plus qu'auparavant. Pour le City Pass, il faudra donc payer 60,50 €. Les étudiants, dont eux, devront s'acquitter de 30 centimes de plus par mois pour un abonnement campus fixé à 31,80 €, tandis que le pass jeune coûtera 44,50 €. Après Lyon Sud, dans les urgences de l'hôpital Édouard Herriot, elles aussi étaient en grève hier. L'appel dans les syndicats CGT, FO et Sud. Les agents hospitaliers demandent donc de postes supplémentaires, notamment au pavillon N et au service d'accueil des urgences traumatiques. Un mouvement qui fait écho à celui lancé aux urgences de l'hôpital Lyon Sud et qui intervient alors qu'un mouvement de protestation germe également à l'hôpital de la Croix-Rousse. À noter qu'une manifestation est prévue mardi prochain devant la direction de l'hôpital de Lyon. Retour dans ce la 91.5 de Radio Pluriel où nous recevons Madame Katia Beau qui est responsable CFDT, responsable syndicale CFDT du Rhône, qui est venu nous parler du malaise donc des personnels dans des maisons de santé. Je disais tantôt qu'il a été difficile pour nous d'avoir un responsable d'une maison pour personnes âgées. Et également, l'autre difficulté a été celle d'avoir un témoignage en direct ce matin d'une aide-soignante ou de quelqu'un d'autre en fait, ce qui est fort curieux. Et Madame Katia Beau qui a bien voulu se prêter au jeu. Katia Beau, oui. Le malaise est là. Le malaise est là. Il y a eu donc cette grève de mardi dernier. Est-ce que vous avez eu, face à vous, des réponses déjà ? Alors, une délégation sur le Rhône, une délégation s'est rendue à l'Agence régionale de santé. Donc, toutes ces personnes ont conscience des difficultés. Je veux aussi dire que les directeurs ou directrices d'établissements aussi ont conscience de ces difficultés. Hein. Ce n'est pas nié. Mais aujourd'hui, avec le mode de financement, ils n'ont pas de réponse immédiate à apporter. Donc, la délégation à l'ARS... Pourquoi il n'y a pas de réponse immédiate, outre le financement? Est-ce qu'on ne peut pas alléger la charge de travail, par exemple? Alléger la charge de travail, c'est embaucher plus de soignants. Les personnes âgées dans les maisons de retraite sont de plus en plus dépendantes, demandent beaucoup de soins et ça, il faut y faire face. J'aimerais comprendre en fait. Faute de personnel, faute de moyens pour payer le personnel, pourquoi donc accueillir autant de personnes alors qu'on n'a pas les moyens de pouvoir s'occuper d'elles? Parce qu'aujourd'hui, ces personnes ont besoin de lieux d'accueil où on peut leur apporter du soin, de l'accompagnement, et un accompagnement et des soins dignes qui puissent méritent aujourd'hui du repos, de vivre dans de bonnes conditions, dans la dignité. Et la société fait que... alors,
peut-être des décennies avant, souvent nos personnes âgées, nos parents vivaient à la maison, vivaient chez les enfants ou les petits-enfants. Aujourd'hui, la société a changé. Souvent les personnes, quand elles ont du travail, travaillent. Il y a un gros problème de logement. On ne peut plus accueillir aujourd'hui beaucoup de personnes dans un logement. Et puis on trouve aussi des personnes âgées qui demandent des soins que un parent peut pas forcément apporter. C'est vrai que c'est assez difficile et la question c'est, après donc cette manifestation, est-ce qu'il y a un agenda de prévu? Alors, en ce qui concerne la CFDT, notre secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a sollicité un rendez-vous avec la ministre, Madame Buzyn. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il a obtenu une date de rendez-vous. En tout cas, nous, la CFDT, nous avons émis des propositions qui sont très, très concrètes. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour voir cette manifestation, celle qui en a eu mardi dernier? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas attendu si longtemps parce qu'il y a eu de nombreuses actions, on va dire, locales dans les établissements. Alors bon, en dehors de notre département, souvenez-vous d'une maison de retraite dans le Jura où le personnel a été 117 jours en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Alors bon, c'est le Jura, mais bon voilà. Dernièrement, fin octobre, je crois, un établissement sur Tizy, Cours-la-Ville, a fait aussi un mouvement de grève et qui a mobilisé près d'un tiers du personnel pour dénoncer aussi le manque de moyens, les difficultés rencontrées dans les services. Donc, il y a eu des actions locales depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous avons un mode de financement qui va aggraver d'autant plus la situation puisque ça va impacter directement sur les effectifs des maisons de retraite. Donc nous proposons d'avoir les moyens pour maintenir et pérenniser tous les postes. Et quels sont ces moyens-là, par exemple? Essentiellement financiers, c'est ça? Essentiellement financiers. En ce qui concerne les effectifs. Par exemple, aujourd'hui, tous les contrats aidés, peut-être pas tous, mais bon, un grand nombre de contrats aidés dans les établissements se voient interrompus. Des personnes partant à la retraite ne sont pas remplacées. Nous demandons aussi d'ouvrir dans les établissements des formations, d'offrir aux salariés des formations qualifiantes, qui correspondent vraiment aux fonctions qu'elles ont à effectuer chaque jour. Et puis aussi, surtout, de mettre en place rapidement les ratios de personnel qui sont préconisés dans le plan Solidarité Grand Âge. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Nous allons prendre quelques brèves et nous retrouvons notre invité dans quelques instants. Donc, c'est quelques mois après avoir récupéré la gestion de l'établissement, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui organisait donc jeudi dernier une conférence de presse afin de dévoiler les grandes lignes concernant la renaissance du musée des tissus de Lyon. La région va bien mettre la main à la poche pour sauver le musée des tissus. La collectivité a annoncé donc mardi dernier qu'elle investirait 24 millions d'euros auxquels il faudra ajouter 5 millions de l'État.
et 1 million de l'Union Interentreprises Textile. Des fonds privés de mécènes prestigieux seront donc par ailleurs mobilisés, a annoncé le président de la région Laurent Wauquiez, qui a expliqué qu'une campagne de financement participatif sera organisée. Près de 800 000 euros donc saisis dans une voiture près de Lyon. Une importante saisie donc a été effectuée donc près de Lyon par les douanes mardi dernier. Donc les douaniers ont contrôlé un véhicule au péage de Vienne reventant veau gris, conduite donc par un ressortissant letton. Elle cachait près d'1 million d'euros. Au total, 785 000 euros étaient dissimulés dans une cache au niveau d'une roue arrière, selon le Progrès. Ce sont donc les enquêteurs de la douane judiciaire et de la DIPJ de Lyon qui sont chargés d'interroger donc l'individu soupçonné de blanchiment d'argent. Pour la Saint-Valentin, dites donc à votre âme sœur que vous l'aimez sur les panneaux de la ville et pas besoin donc de taguer quoi que ce soit. Un clavier et une connexion Internet suffira. À l'occasion de la Saint-Valentin, dont la ville de Lyon offre la possibilité, comme chaque année, de relayer les messages d'amour sur les 34 panneaux lumineux de la ville. Ce service est entièrement gratuit. Pour inscrire donc votre message, il suffit donc simplement de vous rendre sur le site www.lyon.fr entre le 6 février et le 6 février à 14h et le 12 février à midi et de déclarer une flamme, votre flamme donc, à celui ou celle que vous aimez. La ville se chargera donc du reste le 14 février prochain. Notre magazine arrive donc à son terme encore dans les 5 dernières minutes. Ce matin, nous recevons Katia Beau, qui est la responsable CFDT du Rhône, venue nous parler donc du malaise qui se vit depuis un moment chez le personnel dans des maisons de santé. Et la question que je voulais poser à Katia Beau vers la fin de notre magazine, c'est de savoir, est-ce que la difficulté qui se vit aujourd'hui dans les maisons de santé n'est pas symptomatique de notre société actuelle? Katia Beau. Elle est probablement symptomatique. Nous sommes sur un... Aujourd'hui, la population vieillissante et leurs conditions de vieillissement, c'est un fait de société. On est dans quelque chose où on a perdu de la reconnaissance envers nos anciens, envers nos parents. Et nous battons justement pour que chacun puisse être reconnu dans ce qu'il est, dans son parcours, dans la vie qu'il a eue. Et toutes ces personnes âgées ont légitimement le droit à la dignité, à la reconnaissance et a encore toute sa place dans notre société. Mais d'où peut venir la solution, outre l'aspect financier? Parce que c'est pas évident quand même, d'expérience. Alors, la solution, je sais pas, j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. On constate quand même que j'ai bon espoir, parce que on constate quand même que aujourd'hui il y a une prise de conscience avec tout ce qui s'est dit autour de ces maisons de retraite, de ces EHPAD, des conditions de vie des personnes âgées, des conditions de travail du personnel. On sent aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience des élus, mais au niveau de la société, des enfants, des parents, des jeunes, et que je désespère pas de voir arriver un réel et un réel respect envers nos proches et nos parents. Merci beaucoup Katia Beau. Merci à vous. Votre travail, bon vent. On espère que vous aurez des solutions dans ce que vous faites. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Avec nous ce matin, nous avons reçu la directrice du salon Mahana qui nous a parlé de ce salon, édition 2018, qui se tiendra donc. Marianne Chander-Nagor, directrice du salon Mahana. Il y avait également avec nous Patrice Berger, notre confrère, depuis le salon des métiers. Dans ce studio, Katia Beau est venue nous parler du malaise qui sévit dans les maisons de retraite. Elle est la responsable syndicale CFDT du Rhône. Amis auditeurs, merci d'avoir été les nôtres.
Bon week-end et à samedi prochain. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.